personne n'est épargné du devoir de respecter les règles et les principes de transparence et de moralité par rapport à l'argent public, quel qu'il soit. Qu'il soit. C'est vrai que ces déclarations d'Damien Fleureau, elles ont une drôle de résonance aujourd'hui. Oui, transparence, moralité. On ne va pas dire qu'on le compare à Jérôme Cahuzac, mais il y a peut-être un peu de ça. Alors effectivement, il est sinon peut-être de bonne foi au moment où il répond aux questions de Jean-Pierre Elkabbach. Que l'on salue amicalement. Voilà, mais c'est un élu ultra expérimenté. C'est pour ça qu'il a été choisi, Jean-Paul Delevoye. Il connaît par cœur la vie politique, il connaît par cœur les obligations liées à la vie politique. Et donc là, effectivement, on a un peu du mal à saisir cette peut-être suffisance de sa part à penser que voilà, on peut éventuellement ne pas remplir correctement un formulaire. Bon, ça fait vraiment mauvaise image pour ce gouvernement. Alors vous dites que c'est un homme politique qui connaît la musique. Effectivement, il a été élu conseiller général pour la première fois en 1980. Ça fait donc 39 ans qu'il est payé par nos impôts. Il a été maire pendant 30 ans, sénateur pendant 10 ans, président de l'Association des maires de France, président du CESE, Conseil économique et social, toutes les planques de la République qui sont passées. Jean-Claude Dacier, est-ce que cet homme-là, qui a de l'expérience, qui a de l'expertise, n'aurait peut-être pas dû réfléchir ? La déclaration de patrimoine n'est toujours pas faite. Comment un tel amateurisme est envisageable, franchement ? Moi, je ne comprends pas. Assez incompréhensible, venant d'un homme dont on dit plutôt du bien. Moi, j'entendais les réactions des patrons de syndicats, c'était plutôt homme même de ce matin, il le avec qui on a pu parler. Il avait plutôt bonne réputation. Alors, est-ce que le président de la République l'a choisi parce que, en effet, M. Delevoye, lors de la campagne de 2017 a joué un rôle important. C'est quasiment lui qui a choisi les députés de la République En Marche. Vous me confirmerez ou me démentirez si c'est pas le cas. C'est lui qui a fait la liste des 577 candidats. Est-ce qu'avec ce CV, ça a suffi et que personne ne lui a demandé à l'Élysée, il n'y a pas de DRH, apparemment, à l'Élysée, il n'y a pas de directeur des relations humaines qui dit attention, monsieur le haut-commissaire, je vous rappelle qu'il faut que vous me disiez si vous avez ceci, si vous avez cela. C'est en plus illégal. Oui. Donc c'est quelque chose, honnêtement, vous avez raison, à mon avis, politiquement, c'est ennuyeux, mais c'est pas trop grave. C'est un épiphénomène. La réforme est sur les rails, et il y a, me semble-t-il, déjà plusieurs semaines que le Premier ministre a mis la main sur le dossier et que c'est lui le patron. Néanmoins, ça reste quand même un mystère que le président de la République, que l'exécutif se retrouve avec un haut commissaire nommé il y a 3 semaines, obligé de démissionner parce qu'il a oublié de déclarer des revenus, des postes de ceci, des postes de cela. C'est pas bien pour l'opinion publique. Ah oui. Moi, je me suis fait interpeller 2-3 fois sur les 3. Les gens ne comprennent pas comment ça peut se produire. Alors, c'est pas dramatique pour la réforme, mais globalement, pour l'opinion que les Français portent sur le personnel politique, ils n'ont pas besoin de ça. Ça fait pas beau dans le décor, c'est tout. Karim Zerébi, donc il a oublié ses liens avec le monde de l'assurance, avec la Fondation SNCF, l'Observatoire de la commande publique des Hauts-de-France, la Fédération française des diabétiques. Tout ça il y avait des fonctions non rémunérées, d'autres qui étaient rémunérées. Les Français peuvent comprendre ça ou pas ? Ils ne peuvent pas le comprendre et ils ont raison de ne pas le comprendre. D'autant que moi je ne tirerai pas sur l'ambulance. Je connais M. Delevoye, c'est un homme de qualité. C'est un homme qui est apprécié de tous bords politiques. C'est un gaulliste à dimension sociale, qui a une grande expérience. Et il y a un écart considérable entre l'homme que l'on peut connaître, tel que moi je l'ai connu et je le connais, et la désinvolture qui a été la sienne dans cette déclaration. On ne peut pas parler d'oubli, c'est pas sérieux. Je veux dire, on ne peut pas oublier 10 mandats. Non, mais vous dites ça au tribunal, on vous dit c'est un délit, monsieur. Évidemment, on vous dit pas, c'est un oubli. C'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas être aussi rigoureux, exigeant envers nos concitoyens, aussi laxiste envers quelqu'un qui occupe les plus hautes fonctions. Ça ne passe plus dans l'opinion. D'autant que ce gouvernement nous avait promis une forme de transparence. La première loi, je vous le rappelle quand même, qui a été engagée, c'est celle sur la moralisation. François Bayrou, par François Bayrou lui-même. Et là, aujourd'hui, on voit qu'il y a une succession. Il est le 16e à quitter le gouvernement. Depuis 2 ans et demi. 16e. C'est un record. Et puis, j'ai envie de dire, il n'y a pas de principe dans ce gouvernement. Il n'y a pas de règles. Il y a des gens qui n'ont même pas été mis en examen ou tout juste une information judiciaire est ouverte, ils démissionnent. Donc il n'y a même pas d'information judiciaire, ils démissionnent aussi. Il y en a qui sont mis en examen, mais ils restent en fonction. Et il y en a dont c'est la presse qui divulgue les choses. Et puis il y a un scandale derrière. Je ne comprends plus la règle, moi. Avant, on avait une règle. Vous étiez mis en examen, vous ne pouviez pas rester au gouvernement. Là, aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas mis en examen démissionnent par anticipation. Alors qu'il n'y a pas d'information judiciaire, ils démissionnent aussi.
Et certains sont mis en examen et eux se maintiennent. Moi, enfin, je ne comprends plus, je pense que les Français ne comprennent plus quel est le cadre de la moralisation que ce gouvernement veut poser. Donc il va falloir à un moment donné qu'on y voit plus clair. Et puis derrière, c'était compliqué pour un homme qui avait, j'allais dire, autant d'engagement, de portefeuille, voire de cumul, là aussi, de rémunération, d'expliquer aux Françaises et aux Français qu'il va faire une réforme. Allez, serrez-vous la ceinture. Allez, il faut aller vers le sacrifice, il faut sauver notre système, mais quand même, je suis anticonstitutionnel moi-même parce que je cumule une fonction avec celle de ministre délégué et ça n'est pas dans la Constitution. En fait, c'était trop et c'est dommage pour M. Delevoye, je le dis, parce que... Oui, c'est une sortie encore une fois, c'est une sortie, il méritait mieux. Je ne tirais pas sur l'ambulance, mais cette personnalité-là, franchement, il y a trop d'écart entre ce qu'elle est réellement et la pratique qui a été la sienne ces dernières semaines. Madame la députée, je sens que vous bouillez pour défendre Monsieur Delevoye. Non, c'est pas forcément pour le défendre, mais si je peux... Pour l'enfoncer. Quand vous dites que vous tirez pas sur l'ambulance, je sais pas ce que c'est alors quand vous tirez sur l'ambulance, parce que la plaidoirie que vous venez de nous faire, elle est quand même... Je sais que tu as des éléments de langage à défendre l'indéfendable. Non, j'ai aucun élément de langage. C'est votre affaire, ça. Je suis en capacité de faire une analyse moi-même et en capacité de répondre moi-même. Vous verrez que vos collègues diront les mêmes mots que vous sur d'autres chaînes. Avec ces histoires de... On est habitué. Monsieur, je peux vous assurer que moi, je suis tranquille avec moi-même, si je peux me permettre. Mais je vous dis simplement, je vous fais part simplement d'une réflexion au vu de votre plaidoirie. Allez-y, Madame la députée. Alors, qu'est-ce que vous allez nous dire ? Plusieurs choses. Déjà, la déclaration du patrimoine, enfin, je ne veux pas dire, mais ça, il l'a fait. On est sur la déclaration de conflit d'intérêts qu'on est censé tous faire. Je ne vais pas le défendre, parce qu'effectivement, de toute façon, ce n'est pas défendable. Et la preuve en est, c'est que de toute façon, il a démissionné, il a pris ses responsabilités. Mais avant-hier, il était de bonne foi. Hier, il était courageux. C'est pas parce qu'il n'est pas défendable qu'il ne peut pas ne pas être de bonne foi. Pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Moi, je suis persuadée, le connaissant, qu'il était effectivement de bonne foi. Je crois qu'il y a une différence entre le monde d'avant et le monde d'aujourd'hui. Moi, qui n'ai jamais fait de politique, c'est mon premier mandat. C'est clair que j'ai passé 2 jours à faire mes déclarations sur sur le site parce qu'on était très attentifs effectivement à bien respecter les règles. Je crois que M. Delevoye fait peut-être partie d'une génération de politiques qui, excusez-moi, mais je crois que c'est pas le seul, qui peut-être ne le prenait peut-être pas aussi sérieux que ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Après, je voudrais juste quand même dire sincèrement qu'on parle de mandat. On parle de mandat bénévole, dont le dernier, c'est Fondation caritative de SNCF. Donc bon, après... Bon, il n'a pas respecté, effectivement, donc je ne peux pas dire que c'est pas bien. Moi, je peux le remercier pour tout le travail qu'il a fait sur les retraites parce que c'était important. Le fait qu'il ait démissionné va nous permettre d'arrêter de parler de ça et peut-être de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le fond de la réforme qui est quand même important pour les Françaises et les Français. Et c'est ce qui est important. Et juste pour conclure par rapport à ce que vous disiez, c'est la pression médiatique qui fait qu'effectivement, même qu'il y ait quoi que ce soit, aujourd'hui, les gens démissionnent. Et c'est ça. La pression médiatique. C'est la pression médiatique. Vous savez que s'il n'y avait pas eu la presse, personne n'aurait su qu'il avait oublié 10 déclarations, madame. Un peu plus que vous allez encore accuser la presse, là ? Je vous dis par rapport au fait que c'est la presse qui doit faire ce travail-là. Avant, il fallait être mis en examen pour démissionner, etc. Mais aujourd'hui, en fait, effectivement, dès qu'il y a quelque chose qui sort dans la presse, un article qui sort, eh bien, ça amène des démissions. Alors, Alexandre Devecchio, Le Figaro. C'est pas la presse. Souvenons-nous, faisons un flashback et souvenons-nous de la campagne électorale placée sous le signe de la moraline. Souvenons-nous de la première loi de moralisation de la vie politique. Et souvenons-nous que les procureurs finissent toujours... non, mais je m'énerve pas. Au contraire, ils s'enflamment. Je m'enflamme. Mais les procureurs, madame, finissent toujours guillotinés. Donc là, on a les arroseurs arrosés, l'effet boomerang. Il ne faut pas faire de morale en politique. Il faut être efficace. C'est ce que demandent les Français. Ensuite, je crois que ce qui est plus grave dans cette affaire, c'est que c'est sous fond de fractures profondes entre les élites et le peuple. Au moment où on veut faire passer une réforme qui pourrait être régressive malgré tout pour certains Français, qu'on leur demande des sacrifices, eh bien on voit que les gens qui sont au pouvoir sont d'une certaine manière au-dessus des lois, parce que là, il n'y a pas d'autre mot. La désinvolture dont il a fait preuve montre un sentiment d'impunité totale. Donc, dans la tête du Français moyen, il y a le sentiment d'une caste qui est au pouvoir, qui impose de l'eau et du pain sec aux Français. C'est un peu caricatural, mais c'est comme ça qu'ils le vivent et qu'ils le ressentent, et qu'ils se servent plutôt que de servir les Français. C'est extrêmement problématique. Et je
crois que ce qui est problématique aussi, c'est vraiment ces 13 mandats, au-delà du fait qu'il les ait déclarés, pas déclarés. Ces 13 mandats bénévoles, excusez-moi, vous me faites rire quand vous parlez de mandats bénévoles. Pas tous bénévoles, hein, il n'était pas... non, mais on dirait qu'il était au Resto du Cœur. Pardon, il travaillait pour des compagnies d'assurance. Donc là, il y a un problème... Institut de formation au niveau de l'assurance, monsieur, soyez exact dans vos propos. Oui, Institut de formation pour les assurances. On peut d'ailleurs se demander comment 13 mandats, il arrive à tous les assurer. Donc je pense qu'il y a un problème net, de conflit d'intérêts. C'est très bien, il y a des choses interdites par la Constitution. Des choses interdites par la Constitution. Terminer, Alexandre. Juste pour terminer, il y a un problème net de conflit d'intérêts. Et dans le sentiment des Français, il y a le sentiment du 2 poids 2 mesures, mais il y a aussi le sentiment que les politiques sont impuissants aujourd'hui, et peut-être parce qu'ils travaillent de moins en moins au service de l'intérêt général, mais au service d'intérêts privés, en particulier dans ce gouvernement où il y a plein de conflits d'intérêts, de gens qui ont fait du rétro-pantouflage, et donc ça pose jusqu'au président lui-même qui est passé de Rothschild à Bercy, etc. Et donc c'est là où est le problème, je dirais, plutôt que de vouloir imposer une transparence. Non, il l'a pas caché. Oui, il l'a pas caché, mais je pense que ça fait partie du problème et du sentiment général que les politiques sont soumis à des intérêts qui nous dépassent. Les députés qui ont été élus comme moi de la société civile, fort de leur expérience professionnelle, personnelle, associative. Donc on est tout le temps dans le conflit d'intérêts, si je vous écoute. Je pense qu'il faut être raisonnable. Mais vous savez qu'on se sort quand même des textes de loi quand on doit être en conflit d'intérêts, on le fait. Je veux dire, à vous entendre, on est vraiment tous logés à la même enseigne quand même, c'est extraordinaire. Bon, alors Rosa Méziane, qu'est-ce que vous pensez du cas Delevoye ? Alors, en fait, ces feuilletons sont insupportables pour les Français. Et en fait, il est compliqué de faire comprendre aux Français qu'ils vont devoir faire des efforts sur leur retraite. Et d'ailleurs, pour la plupart, ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. C'est bien c'était tout l'enjeu de cette dernière semaine, de comprendre cette réforme, puisque le Premier ministre n'avait pas encore pris position. Mais bien sûr qu'ils ne peuvent pas comprendre quand d'un côté, ils sont obligés de faire des efforts et que de l'autre côté, on a face à eux des cumulards. Et c'est bien ce qui pose problème. Et si c'était seul, mais on a Ferrand, on a de Rugy, on a Flessel, on a de Cernès, Bayrou. Donc en fait, malheureusement, ce gouvernement s'est illustré aussi par ces nombreuses affaires, ces nombreuses démissions. Et c'est un drame. C'est un drame parce que cette réforme, elle est importante, elle a du sens. Et c'est un véritable enjeu pour le président qui a décidé, pour le coup, d'être courageux avec cette réforme. La seconde chose, c'est que pour moi, Delevoye, c'est un peu le meilleur et le plus mauvais de l'ancien monde. C'est-à-dire qu'il était brillant dans son rapport avec les corps intermédiaires. D'ailleurs, tout le monde l'a salué. Il était capable de négociation, d'écoute. Et puis, en même temps, il est le plus mauvais de l'ancien monde, c'est-à-dire les négligences, le manque de transparence. Et donc, c'est compliqué d'arriver derrière et d'expliquer que c'est juste un oubli ou malheureusement, on le punit pour sa légèreté. C'est un peu plus qu'une légèreté, malheureusement. Ce qui me fait penser, au final, vous parliez de caste, c'est un petit peu ça. On a le sentiment quand même qu'on retrouve toujours les mêmes dans les conseils d'administration, on retrouve toujours les mêmes dans les grandes associations, on retrouve toujours les mêmes dans les organes de l'État. Enfin, laissez peut-être un petit peu la place aux autres, aux profils émergents, parce que je n'arrive pas à comprendre. Et pourtant, j'ai moi-même plusieurs activités. Je vous assure que je ne serai pas en capacité d'en assumer 13, 14 ou 15. Et ce n'est pas que, malheureusement, des activités bénévoles. Il a même oublié de déclarer ses salaires au CESE. Je n'arrive pas à comprendre comment on arrive à oublier des salaires qui vont de 5 000 à 10 000 euros. Non, tout ça n'est pas sérieux. Ce qui m'agace aussi, c'est la séquence de ces derniers jours où le président peine à se positionner, où il y a toujours un espèce de temps où on hésite, où on commence à défendre, alors que non, je pense qu'il faut savoir couper la branche quand elle est pourrie. Les ministres parlent de bonne foi, après ils disent qu'il est courageux. Exactement. On va écouter juste ce qu'en pense la CGT cheminot, et ils ne sont pas tendres, évidemment. Ça, c'est sûr.